Les sciences participatives correspondent à des dispositifs de recherche dans lesquels les acteurs de la société civile participent au processus de production scientifique. Ces collaborations entre scientifiques et citoyens, entre laboratoires, observateurs et associations, se déclinent au pluriel et révèlent une forte diversité de disciplines, d'acteurs et de sujets. Tous ont un objectif commun: produire des connaissances scientifiques grâce à des collaborations actives entre la communauté scientifique et la société civile. Vous l'aurez compris, dans ce nouveau compte-rendu du Bar des sciences, nous allons parler des sciences participatives, une collaboration entre sciences et société. Si je vous dis sciences participatives, est-ce que ça vous dit quelque chose? Sciences participatives, j'imagine que c'est pour participer à quelque chose, donc que c'est lié au bien commun. Du coup, ça serait plutôt la sociologie. Je sais pas, c'est quand plusieurs chercheurs sont sur le même sujet, j'imagine. Bah oui, sciences participatives, c'est quand on peut faire participer un petit peu tout le monde, quand les professeurs font l'effort de rendre ça accessible, et notamment aux petits-enfants. Nous, on a le droguier à la fac de pharma, et c'est assez souvent qu'on a les écoles, même des tout petits, qui viennent et qui apprennent. Alors il y a une charte qui a été signée en 2017 par différents instituts de recherche. Dominique Desclos, docteur en biologie, chercheur en agronomie et génétique à INRAE, co-lauréate du prix de la recherche participative 2022 avec le programme Des semences à l'assiette. Cette charte donne la définition des sciences et recherches participatives et chaque mot a été pesé et sous-pesé et il a fallu arriver à un consensus. Donc ce que dit cette charte, c'est que les sciences et recherches participatives sont des formes de production de connaissances. Bon, ça c'est assez classique, c'est la définition des sciences, auxquelles participent avec des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, et de façon active et délibérée. Ces derniers mots sont très importants. De façon active et délibérée, ça signifie que quand on va faire un simple sondage dans la rue auprès de personnes, on n'est pas dans des approches participatives. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de confusion sur ce type d'approche. Donc, quand on parle vraiment de sciences et recherches participatives, il y a une implication forte des citoyens ou de toute personne de la société civile dans des programmes de recherche. On est avant tout sur des programmes de recherche. Si on essaye de détailler très rapidement un programme de recherche, globalement, il y a 6 étapes. On identifie la question de recherche, on élabore les protocoles, on collecte les données, on les analyse, on les interprète et on les diffuse. Selon le moment où les citoyens ou d'autres acteurs non chercheurs vont s'impliquer, on va différencier le type de recherche. Si le citoyen ou un acteur non chercheur intervient uniquement dans la partie collecte de données, on va parler de crowdsourcing, c'est-à-dire on source par la foule. On va aussi, les autres termes équivalents sont la recherche consultative, la recherche contributive, et en anglais, on va trouver les citizen science qui sont là-dedans. C'est vrai que là, du coup, on fait appel à des gens qui sont non-chercheurs. Et en quelle mesure les résultats sont exploitables? Les gens qui participent dans nos activités développent avec nous les protocoles. Jean-Philippe Venot, chercheur à l'IRD, spécialiste de la gouvernance et de la politique de l'eau et de l'irrigation à l'unité gestion de l'eau, acteurs, usages, IRD Occitanie. Et génèrent des connaissances. Et en fait, c'est ça qu'on analyse. Moi, je suis chercheur en sciences sociales. J'analyse ça et j'ai pas besoin de faire valider la connaissance qui est générée par une tierce personne ou de la juger comme valide ou pas valide, quoi. Donc on n'est pas sur, enfin mes activités à moi sont pas dans ce modèle-là. Après, il y a en effet il y a des questions. Alors je sais pas si c'est sur des questions de pertinence et des données, mais il y a des questions de comment articuler des données qui ont pu être collectées de différentes façons avec différents biais. Et comment articuler ça ensemble. Et je pense qu'il y a un danger à avoir des données collectées, générées par une tierce personne, comme devant être validées par la recherche, parce qu'en fait, ça va totalement à l'encontre de la définition même d'une recherche participative et collaborative, où différentes façons de poser les questions et d'évaluer les données qui sont collectées doivent s'articuler les unes aux autres, avec certaines fois des incompatibilités, mais c'est pas grave qu'il y ait des incompatibilités, il faut les mettre à jour et les éclairer, et dire qu'on a différents points de vue et différentes données et différentes analyses possibles, mais ne pas tomber dans
dans l'idée il va y avoir une vérité et c'est celle qui aura été validée par un comité scientifique vu comme valide, quoi. Pour conduire ces recherches participatives, il faut créer les conditions adéquates pour que ça fonctionne bien, que les gens s'écoutent bien, qu'ils partagent leur point de vue, que chacun comprenne que l'autre a sa parole et qu'elle a du sens. Et du coup, par rapport à ça, je me demandais, comme vous avez différentes expériences, quelles approches, quels outils, quelles méthodes vous utilisez pour créer ce climat de confiance et de bonne collaboration? Pour créer les bonnes conditions, il faut énormément de temps. Et donc, ce genre de recherche prend du temps. Il faut effectivement que les gens se sentent en confiance. Au tout début, les quelques agriculteurs qui étaient venus nous trouver, ça allait bien. Et puis, ils nous ont amenés dans des endroits où ils étaient une centaine d'agriculteurs. Et là, moi, seul chercheur INRAE, et je m'entends dire, mais Toiner à l'INRAE, vous êtes tous des cons. Et vous faites que des OGM. Donc, qu'est-ce que vous venez faire ici, à une réunion d'agriculteurs qui parlent bio vous n'y connaissez rien, etc. Donc, on s'en prend plein la tête au début. Et puis, voilà, il faut du temps pour se faire connaître. Et puis, on a le poids de nos institutions. Nos institutions, elles sont connotées. Donc, c'est pas simple de faire comprendre qu'on est des chercheurs, on est un peu libre, on ne porte pas tout le poids de toute la maison non plus. Et voilà, donc ça, c'est du temps. Au-delà de ça, ce qui me paraît majeur, c'est discuter dès le début des valeurs et de l'éthique qu'on a autour de ces projets. Il y a énormément de projets qui souhaitent être montés de manière participative juste pour instrumentaliser des gens. Moi, j'ai eu Monsanto quand même qui est venu me trouver en me disant « ça nous intéresserait de faire du participatif parce que comme ça, on est sûr que les agriculteurs vont adopter les variétés derrière. » Bon, j'ai dit « waouh, si c'est ça la définition du participatif. » Donc, faisons attention à qui est dans le groupe, quels sont les partenaires, qu'on est tous, on porte des valeurs communes. Discuter du devenir d'éventuelles innovations qui sortiraient des projets. J'ai vraiment apprécié dans le micro-trottoir la personne qui a parlé de bien commun. Pour moi, c'est majeur. Tout ce qui sort de ces programmes de recherche participative doivent être des biens communs. Il faut être aussi très conscient de la violence symbolique qu'il y a dans la recherche. Andrea Souza Varotti, docteur en sciences sociales et en études rurales, chercheuse en agroécologie au Conseil national de la recherche scientifique et technique, professeure de sociologie à l'Université de Buenos Aires, scientifique invitée par Make It, Université de Montpellier. Ça, c'est Bourdieu qui l'a dit, il est français. On le lit beaucoup en sociologie, en fait, parce que parfois, si on n'est pas conscient du type d'approche qu'on est habitué à avoir avec les sujets avec qui on travaille, ça génère vraiment une violence, en fait. On arrive, c'est nous qui savons à faire, c'est nous qui avons la vraie connaissance, la science. Et là, c'est comment le mot prenne force. En fait, il n'y a pas seulement la science moderne, il y a les connaissances, le savoir, etc. Et il faut faire l'effort justement de se mettre au même niveau que les autres et pas penser que parce qu'on est passé des années et des années à étudier, on sait mieux. C'est vraiment pratiquer l'écoute et la patience parce que les gens ils pensent différemment et se mettre d'accord en ce qu'on va faire ensemble. Parce que effectivement, quand on a un industriel qui vient, qui a de l'argent pour payer une thèse CIFRE ou pour payer un programme de recherche, bon, maintenant ces dernières années, on commence à voir fleurir quelques ANR ou quelques projets qui peuvent être financiers, mais ça a dû être très complexe pour vous pour réussir à faire financer vos projets ou au contraire La réponse courte, c'est que je ne sais pas si c'est plus difficile ou pas de se faire financer des recherches participatives par rapport à des recherches non participatives. J'aurais tendance à dire que souvent, dans recherche participative, il y a aussi une dimension d'interdisciplinarité. Donc c'est au sein même de la recherche, on va faire venir des gens d'approches différentes et c'est peut-être cette question-là de l'interdisciplinarité plus que de la participation qui est peut-être plus difficile à faire valoir auprès des guichets classiques de financement de la recherche en France ou en Europe.
Donc le point d'achoppement, il est plus là-dessus, à mon avis, que sur la dimension participation. Après, je ne sais pas ce qui se passait il y a 20 ans, hein, mais je pense qu'on est plus là-dessus, à mon avis. Merci pour ces réponses. Vous avez parlé des jeunes chercheurs et de la pression un petit peu qui s'exerçait sur eux au niveau des publications. Et j'aimerais savoir, vous, pourquoi vous avez choisi finalement de vous orienter vers des sciences participatives plutôt que d'autres formes de recherche? C'est bien et c'est complètement valable, mais pour moi, c'était plus aussi intéressant. Donc, bon, j'ai eu quand même une crise de dire qu'est-ce que je fais. Là, je vais tous les jours au bureau pour publier un truc qui intéresse. Disons, après, ça intéresse des gens. C'est pas vrai que ça intéresse personne, mais après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit vraiment utile? Et surtout dans le cadre de plusieurs crises dans lesquelles on a aujourd'hui. On est un peu aussi pressé pour faire autrement dans le monde scientifique. Et bon, pendant quelques années, j'ai dû faire le deux, publier, aussi travailler sans avoir un poste dans de consultance et aussi créer ces liens qui prennent du temps dans la recherche qui m'intéressait pour de vrai, c'est ce que je fais actuellement, disons. J'ai réussi à le faire, mais ça a pris des journées de travail de, je sais pas, 15 heures par jour. Donc, mais c'est ça, je pense qu'on voit l'importance et aussi la transformation que ça peut générer chez les gens, que ce soit pas juste des objets, sinon que dans le cadre même de recherche, les gens ils se transforment et on transforme la réalité petit à petit. Mais bon, ça arrive. Donc c'est ça, je pense. Ce bar des sciences fut une nouvelle fois riche en échanges entre la salle et nos intervenants. Nous espérons que vous avez apprécié ce compte rendu. N'hésitez pas à nous le signaler en laissant un petit pouce levé sous cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche pour ne pas rater les vidéos suivantes.